Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ce webinaire. Ravi de vous accueillir pour cet événement qui est donc un événement récurrent qu'on fait à peu près tous les mois sur une thématique sur laquelle peut-être on est un peu moins attendu que sur d'autres sujets, mais ça nous semblait intéressant de parler de ça. L'idée du webinaire aujourd'hui, c'est de parler des objectifs et comment est-ce qu'on peut définir des objectifs motivants en Customer Success. Donc, pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Multier, qui est Product Manager chez Objo. Est-ce que, Clément, je peux te laisser te présenter rapidement ? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc moi, je suis effectivement product manager chez Objo et j'ai une expertise particulière sur tout ce qui est gamification, donc l'utilisation des techniques de jeu et sur l'engagement. Et nous, en fait, chez Objo, on édite un logiciel qui permet de aligner, motiver et récompenser les collaborateurs. Donc, aligner, c'est aligner justement autour des objectifs, qui est un peu la thématique principale de ce webinaire. Motiver, c'est motiver avec des techniques de jeu, de coopération et puis de challenge. Et bien sûr, récompenser, c'est les récompenses matérielles, les cadeaux. Et donc voilà, moi chez Objo, je suis product manager et donc je m'occupe de créer le meilleur produit qui va permettre d'engager les collaborateurs de nos clients. Et je précise aussi, tu l'as pas dit, mais que tu as écrit au moins 2 bouquins, à ma connaissance, sur le sujet de la motivation, de la gamification. Je crois que j'ai le lien, en tout cas pour le dernier, que je partage sur le chat. Voilà, s'il y a des gens que ça intéresse ou qui veulent, à l'issue du webinaire, creuser le sujet. Donc, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Clément, d'avoir accepté l'invitation. Pour me présenter, donc, Nicolas, moi je suis cofondateur de Scaling. Donc voilà, Clément vient de présenter Objo rapidement pour ceux qui ne connaissaient pas bien. Pour voilà, ceux qui seraient ici, qui connaissent plus Objo que Scaling, je vous en dis quelques mots. Scaling, c'est ce qu'on appelle une plateforme de Customer Success. Donc on est la plateforme qui est vraiment dédiée au SaaS B2B, on va dire le CRM de l'après-vente en SaaS B2B, c'est-à-dire qu'on prend le relais des CRM type HubSpot, Salesforce, etc., une fois que le deal est signé pour onboarder, suivre et renouveler les clients grâce à différents outils. Et donc, notamment, vous voyez trois aspects ici. Le côté vue client 360, où j'ai au même endroit à la fois les interactions que j'ai avec mes clients, ce qu'un CRM sait déjà à peu près faire, mais surtout, de l'autre côté, qu'est-ce que mon client fait avec mon SaaS, tout ça sur une vision unique qui nous permet derrière de calculer des scores de santé, d'identifier quels sont les clients qui sont à risque et de mettre en place derrière les bonnes actions. Donc, un sujet qui est assez loin du sujet qu'on va traiter aujourd'hui, mais voilà, comme ça, au moins, vous nous situez l'un et l'autre. Pour peut-être juste avant de commencer, rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter l'agenda. Vous avez un chat que vous avez commencé à utiliser. Vous avez juste à côté du bouton de chat un bouton questions sur lequel, si vous avez donc des questions, vous pouvez les poser ici. Vous pouvez upvoter pour les questions des autres qui vous intéressent, etc. Après, ça dépend des webinaires. Des fois, on en a beaucoup, des fois, on en a moins. Mais quand on en a beaucoup, ça nous permet de nous y retrouver plus facilement. Donc, s'il vous plaît, essayez d'utiliser plutôt le module questions. Voilà, écoutez, on est ensemble jusqu'à à peu près 14h45 avec donc les questions-réponses. Donc, je vous présente l'agenda et on est parti. Donc, comme on a dit, on est là pour parler de motivation. On va essayer de répondre à ces 5 questions à l'issue du webinaire. Quelles sont les clés pour fixer des objectifs qui soient à la fois ambitieux et motivants ? Comment est-ce qu'on peut sortir d'une logique top-down où c'est juste le management qui assigne des objectifs à l'équipe, mais comment est-ce qu'on fait pour que les équipes soient davantage responsabilisées, impliquées dans ces objectifs ? Comment, troisième point, est-ce qu'on aligne les équipes ? Et par là, on entend toutes les équipes,
sales, customer success, comment est-ce qu'on aligne l'entreprise autour d'un objectif commun pour ramer ou tirer tous dans la même direction. Ensuite, il y a des acronymes que beaucoup d'entre vous connaissent, mais à force de les entendre, on ne sait plus bien ce que ça veut dire, ni à quoi ça sert. OKR, SMART, donc on va essayer de reparler de ça, de les remettre en contexte et voir à quel moment vous pouvez utiliser tel ou tel framework pour définir vos objectifs. Et forcément, Clément étant expert du sujet, on va parler un petit peu de gamification aussi, pour arriver à créer de l'émulation en continu dans les objectifs, en l'occurrence d'une équipe Customer Success. On va recentrer le sujet autour du Customer Success, mais c'est un sujet qui, évidemment, est plus large que le Customer Success simplement. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on a dit l'essentiel à ce stade. Je vous propose de couper les slides pour l'instant et on va rentrer dans le sujet avec toi, Clément. Donc, en préparation de ce webinaire, tu m'avais expliqué qu'il y avait deux grands principes psychologiques, on va dire, qui étaient les vecteurs fondamentaux de la motivation. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont ces deux grands principes avant qu'on creuse chacun d'entre eux? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, il y a deux éléments principaux et ces deux éléments qui sont vraiment reliés à la thématique du webinaire sur les objectifs. Et effectivement, donc le premier principe, c'est l'autonomie dans la motivation qui est très important. Et celui-ci, ça va nous permettre justement de dire je choisis mon objectif. Donc, c'est l'autonomie dans le choix de l'objectif. Donc ça, on va voir que ce n'est pas forcément antinomique avec une logique hiérarchique dans les entreprises. On peut arriver à trouver des solutions pour rendre autonomes les collaborateurs dans le choix de leurs objectifs. Donc ça, c'est Okay. le premier principe qui est super important. Et le deuxième principe, c'est une fois qu'on a choisi son objectif, le mieux, c'est quand même d'arriver à l'atteindre, d'y parvenir. Et donc, pour ça, on a un principe qui est vraiment issu de la psychologie et qui est la progression. C'est comment on fait progresser les collaborateurs pour qu'ils atteignent les objectifs. Et dans la définition même de l'objectif, on peut déjà mettre les graines qui vont permettre justement qu'on ait une meilleure progression. Donc, ça sera Okay. la deuxième partie du webinaire. Ok, ça marche. Donc, autonomie, premier principe, et la progression, comment est-ce que je fais en sorte que je réussisse à atteindre l'objectif? Ouais. Ça marche. Du coup, si on commence par le premier principe, celui d'autonomie, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Alors, le principe d'autonomie, en fait, il est super important dans la psychologie parce qu'en fait, quand on parle de motivation, il y a deux. En fait, c'est un continuum, la motivation. On a d'un côté la motivation extrinsèque. En général, on la connaît assez bien, c'est celle qui nous vient le plus à l'idée, notamment dans un contexte professionnel. C'est l'idée de dire, voilà, ce qui va me motiver, avant tout, déjà, c'est le salaire, c'est-à-dire que je travaille pour avoir un salaire et gagner ma vie, etc. Éventuellement, ensuite, notamment dans le domaine commercial, on va se dire, j'ai des challenges d'entreprise, je peux avoir une incentive, un cadeau, donc en fait une récompense matérielle. Ouais, Et ok. inversement, dans cette motivation extrinsèque, on n'a pas que le positif, on a aussi ce qui vient de la contrainte. C'est-à-dire que si on ne fait pas bien notre travail, qu'on n'est pas sérieux, on va avoir des remarques de notre manager, etc. Donc, c'est un peu le bâton et la carotte. Et ça, c'est la motivation extrinsèque. Mais en fait, il y a Ok. toute une autre part dans ce continuum qui est, là, cette fois-ci, la motivation intrinsèque. Et la motivation intrinsèque, c'est la motivation qu'on pourrait dire la plus pure à faire une activité, par exemple à faire son travail, à essayer d'atteindre son objectif, qui est de dire, je fais cette activité, je fais mon travail parce que ça me plaît, en fait.
J'aime vraiment faire les tâches de mon travail au quotidien et du coup, je prends vraiment plaisir authentiquement à faire ces tâches. Mhm. Et, Ok. donc, ça, c'est la motivation qui va être la plus pérenne, en fait, puisque comme j'aime, voilà, je ne vais pas forcément compter mes heures, etc. Donc, Mhm. entre ces deux extrêmes du continuum, on a plein de choses. On a la coopération, la reconnaissance sociale. Voilà, tout ça, c'est des choses qui Ouais, vont me c'est permettre la de… question que j'allais te poser. Effectivement, toi, la reconnaissance sociale, c'est quoi? C'est extrinsèque ou c'est intrinsèque? Parce que c'est un peu un pied dans chacun des deux. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, tout dépend de quoi on part. Parce qu'en fait, effectivement, si on, de manière purement psychologique, un chercheur en psychologie, un psychologue, il dirait la reconnaissance sociale, c'est totalement extrinsèque. Parce qu'en fait, on ne fait pas quelque chose pour Pour justement la soi. tâche qu'on est en train de faire, pour soi, etc. On le fait vraiment pour avoir la reconnaissance d'autres personnes, donc c'est externe. Maintenant, Mhm. si on se place dans le contexte professionnel où on est d'accord avec le postulat de dire qu'on est là avant tout, enfin, pas avant tout, mais en grande partie parce que tout le monde doit travailler et tout le monde doit gagner un salaire, même si c'est quand même très caricatural de dire ça, bah, là, on est tout de suite dans un biais qui fait que la motivation est quand même assez extrinsèque de base, puisque personne n'irait travailler gratuitement. Donc, dans ce cas-là, la reconnaissance sociale, elle est un peu plus intrinsèque. Mhm. Ok, Donc, ok, ok. c'est ça le truc. Et pour Ça revenir marche. sur le principe d'autonomie, juste l'autonomie, par définition, est très intrinsèque, puisque quand on choisit, et c'est ça qui est important ici, c'est dire que quand on choisit son objectif, on est sur de la motivation intrinsèque pure, parce qu'on est en dehors de toute contrainte et on va vraiment le choisir pour soi. C'est nous qui allons nous dire, OK, ce trimestre, par exemple, je veux atteindre cet objectif. Donc, le principe d'autonomie, Ouais. il est vraiment important pour ça. Bah, on reviendra effectivement sur comment est-ce que tu définis les objectifs, parce qu'en fait, j'imagine qu'un des biais, c'est de se dire, bah, en fait, oui, ok, si on te laisse juste autonome, etc., c'est peut-être un peu tentant Ouais. d'être nivelé par le bas ou de ne pas fixer des objectifs trop ambitieux. Donc, on y reviendra, mais donc, en tout cas, voilà, si je comprends bien, donc l'idée, c'est vraiment entre ces deux leviers de motivation que sont l'intrinsèque et l'extrinsèque, il faut essayer de déplacer le curseur au maximum vers de la motivation intrinsèque. Donc, c'est ça que tu dis. Ça paraît, quelque part, j'ai envie de dire, presque, pardon, j'ai dire joli, mignon sur le papier, tu vois, mais comment est-ce qu'on rend ça très concret? Parce que je veux dire, les côtés extrinsèques sont assez faciles, assez évidents. Effectivement, tu as du Ouais, variable, tu as des primes, tu as ce genre de choses. Comment c'est est-ce tangible. qu'on rend concret, effectivement, le côté motivation intrinsèque? Comment est-ce qu'on tend vers ça? Oui, bien sûr. Alors, moi, sur ça, déjà, parce que là, on a parlé pas mal d'autonomie et on parle des objectifs, euh, il faut, il faut partir du principe que déjà, la motivation intrinsèque va effectivement venir de l'autonomie. Et donc, l'autonomie dans le choix de l'objectif, ça veut dire comment je définis un objectif qui va vraiment avoir du sens et qui est susceptible de produire justement un engagement chez mes collaborateurs. Donc, pour qu'il y ait finalement autonomie, le terme, en fait, c'est l'adhésion. Ça, c'est un terme dont on entend, enfin, pour le coup, qui est assez commun dans les entreprises, c'est de dire comment je fais adhérer mes collaborateurs. Donc, adhérer à l'objectif. Si j'ai adhésion, en fait, forcément, ça veut dire que j'ai de l'autonomie. Ça veut dire que j'ai des collaborateurs qui Ouais. sont motivés à poursuivre l'objectif. Et est-ce que tu adhères d'ailleurs à un objectif ou est-ce que tu adhères à une vision et donc, in fine, à l'objectif qu'il y a derrière cette vision? Ouais. Bah, pour moi, effectivement, c'est effectivement plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'adhère d'abord à une vision. Un point important, typiquement ici,
et qui fait partie des critères justement sur lesquels j'allais venir pour dire je suis motivé à atteindre cet objectif, c'est le critère de rationalité. C'est-à-dire que si un objectif a du sens au niveau stratégique pour l'entreprise, ben, c'est logique en fait qu'on cherche à atteindre cet objectif. Donc ça fait partie par exemple d'un premier critère qui est un critère logique. J'ai compris la stratégie, donc je comprends pourquoi je m'oriente vers cet objectif. Après, d'un point de vue, je pense qu'on y reviendra, mais aussi d'un point de vue purement personnel, je peux avoir des raisons qui font que je veux atteindre un objectif. Parce que, par exemple, ça va aider ma carrière, ça va permettre que si on atteint cet objectif aujourd'hui dans mon équipe, demain, je pourrais peut-être être recruté dans une autre équipe Customer Success parce que j'ai dans mon track record d'objectifs des choses qui sont vraiment intéressantes et performantes. Donc voilà. Donc ça, par exemple, le critère de stratégie, c'est un premier critère important. Alors, je replace juste tout ça dans un schéma OKR qui est maintenant bien connu. Donc, tu peux peut-être le redéfinir rapidement, parce que je ne sais pas si dans l'audience, tout le monde connaît forcément cette méthode. Oui, tout à fait. Alors, OKR, donc le O, c'est pour objectif, et KR, c'est Key Results. Donc, dans cette méthode, en fait, l'objectif, c'est un objectif assez général, et ce qui est très important, et ça rejoint ce qu'on disait, c'est que ça doit être un objectif qui est inspirant. Donc, on rejoint le sens. S'il est inspirant, je vais y adhérer, et donc je vais en autonomie me dire ok, c'est un objectif qui vaut la peine d'être poursuivi. Et ce que tu disais aussi, pardon, c'est que c'est un objectif, tu m'avais appris ça, que c'est un objectif qui est inspirant, mais qui est aussi un objectif plutôt très ambitieux, quoi. C'est-à-dire que ce que tu disais, c'est que souvent dans les OKR, le O, en fait, était un objectif qui était souvent plutôt un objectif à 2 ans, à 3 ans, mais qui n'était pas l'objectif que tu pouvais avoir sur ton quarter. Hein. C'est plus vraiment une notion de vision presque moyen terme. Ouais, c'est ça. Alors, pour vraiment les OKR d'entreprise, c'est effectivement des objectifs d'entreprise au global. C'est des objectifs très ambitieux, et on va avoir des key results potentiellement dans toutes les équipes. Et effectivement, ça va être sur des cycles assez longs, plutôt sur 2 ans, mais en fait qui vont être renouvelés tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, on va changer d'objectif pour les 2 prochaines années. Donc ça, c'est vraiment pour la méthodo classique d'OKR qui concerne toute l'entreprise. Ici, on est sur du CS, donc sur une équipe en particulier. Et moi, on y reviendra, mais du coup, moi, dans ce contexte-là, j'ai plutôt tendance à dire comment on fait de l'animation dans l'équipe Customer Success, par exemple, mais ça peut être toute autre équipe. Et pour moi, on va raccourcir un peu justement la fenêtre, et on va plus se dire au quarter, éventuellement au semestre, quels objectifs je pourrais définir. Ouais, comment est-ce qu'on découpe ça en sous-objectifs qui sont un peu plus, pas tangibles, mais en tout cas un peu plus atteignables, ou en tout cas avec des fenêtres, temporelles un peu plus courtes. Dans une optique d'animation, parce que ça c'est aussi mon biais professionnel de ce que je connais. C'est-à-dire, c'est pour atteindre un objectif, il y a quand même ce besoin d'animation. Et si on veut réussir à animer, on ne peut pas être sur des objectifs qui sont trop long terme non plus. Ok, donc un objectif inspirant à travers les OKR, donc vision presque moyen-long terme, qu'éventuellement tu vas découper en sous-objectifs, ou que tu vas réactualiser tous les trimestres, tous les semestres. Ce que tu expliquais, c'est avoir des objectifs qui soient des objectifs stratégiques, alignés sur les objectifs de la boîte. Ça, c'est ce que tu appelais le principe de rationalité. Ok.
est-ce qu'il y a d'autres critères comme ça pour Ouais, fixer des objectifs ouais, vecteurs de sens? bien sûr. Alors après, on peut aussi aller chercher dans et là, c'est un peu de l'animation, mais il y a un principe qui est très important, qu'on a chez nous et y compris chez nos clients, c'est d'essayer de, mettre vraiment en valeur les objectifs collectifs. C'est-à-dire, de dire: «OK, il y a des objectifs individuels et ça, il en faut, il y a pas de problème, mais on met aussi des objectifs vraiment en coopération, des objectifs qui sont Mmh. purement collectifs». Parce que la coopération, est aussi vecteur de sens. Hem, en gamification, on a cette logique qui est le sens épique. Le sens épique, c'est, tout le monde va chercher le même objectif et cet objectif, on ne peut l'atteindre parce qu'on est tous ensemble. Ouais. Ce qui est un peu C'est le principe des excuse-moi, pardon, je pensais que ouais. tu avais je te laisse Non, non, finir. non, non, mais c'est en fait, c'est juste justement, j'allais effectivement donner un exemple. C'est un peu le principe de tout ce qui est basé sur sur les communautés, sur les très grosses communautés dans le B2C, par exemple, le Waze, le logiciel, enfin l'application Waze, le GPS. Mmh. Ouais. euh, on a des millions d'utilisateurs qui font des signalements et en fait, Et qui ont des rewards, tout le monde contribue. Voilà, tout le monde contribue pour que tout le monde ait les informations en temps réel de la route. mmh. OK. Et ouais, ça marche. De toute façon, après, on parlera aussi de la fixation des objectifs. Ouais. Et ça marche. Et donc, si on en vient à la définition en tant que telle des objectifs, heu, concrètement, je ne sais pas comment est-ce que tu fais pour les définir, ces objectifs? Combien est-ce que tu dois fixer d'objectifs? Hem, voilà, Ouais. comment est-ce que tu mets ça en pratique? Une fois que Alors, tu as trouvé tes objectifs inspirants, voilà, comment est-ce que tu déclines ça de ouais, façon peut-être un peu plus opérationnelle? ouais, tout à fait. Alors, du coup, pour bien repréciser, et si on reprend l'exemple, de la méthode OKR, hem et qu'on l'adapte un peu à notre problématique qui est comment je définis mes objectifs, donc pour, les équipes customer success, donc potentiellement pour un département ou pour une grosse équipe. Hem, je pense que, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, on définit un ou 2 objectifs, un ou 2 gros objectifs, mais on le fait par cycle. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir un backlog d'objectifs qu'on va décider de prioriser ou pas sur une période d'un trimestre, éventuellement d'un semestre, mais pas forcément D'accord. plus long. Donc, parce que, encore une fois, pour moi, pour atteindre un objectif, c'est vraiment nécessaire de l'animer, de créer de l'engagement autour de cet objectif. Et ça, on va justement, on va y revenir, on va y revenir après. Mais si on veut être capable d'animer un objectif, on ne peut pas avoir énormément d'objectifs sur la table. Mmh. Donc OK. un ou 2 objectifs pour moi, c'est bien. Hem, après, à garder en tête aussi, c'est ces logiques de, top down, bottom up dans la définition. Est-ce qu'on fait découler vraiment, les objectifs, de la hiérarchie ou est-ce qu'on essaye d'avoir, une discussion avec les équipes, hem et pour justement définir son objectif. Hem, moi, c'est pareil, si on reste logique par rapport à ce qu'on vient de se dire et que le principe d'autonomie est vraiment, important, pour moi, on doit forcément se dire, qu'on va chercher l'adhésion, heu, Mmh mh. donc l'autonomie, parce que si encore une fois, si j'ai adhésion, ça veut dire que potentiellement chaque personne, chaque collaborateur c'est comme s'il définissait en autonomie ses objectifs. Donc ça, je pense que c'est important d'avoir ces discussions et ça peut être un choix. Encore une fois, si on a un backlog, c'est, réfléchir à quels sont les objectifs les plus, intéressants à aller chercher ce trimestre,
quels vont être potentiellement les plus atteignables aussi, de rester pragmatique sur ça. Et même après, on peut se dire qu'on peut même envisager d'avoir un système de vote où on se dit, pour chaque cycle, en fait, je vais voter pour les objectifs qui me paraissent les plus pertinents. Donc bottom-up, c'est en tout cas solliciter la base, solliciter le terrain pour avoir en tout cas à minima leur feedback, éventuellement que eux votent pour les objectifs qui leur semblent les plus pertinents, et ensuite de façon un peu collégiale, que le management et son équipe arrivent à s'entendre sur à quel niveau finalement mettre la barre et l'atteinte de cet objectif. C'est ça, c'est ça. Et après, je dirais même que pour des objectifs transverses, pour des objectifs un peu one-shot, qui sont des chantiers un peu de fond, ça peut très bien aussi être sur la base du volontariat, à savoir qu'il y a certaines équipes ou certains groupes qui vont s'atteler à tel objectif et d'autres, voilà, parce qu'on n'est pas forcément… Par exemple, dans les équipes CS, ça ne serait pas le cas pour d'autres équipes, les équipes, par exemple des équipes commerciales qui sont en général très, très opérationnelles assez souvent. Et donc, du coup, on va poursuivre des objectifs qui sont quasiment uniquement opérationnels sans forcément qu'il y ait des gros sujets de fond. Pour des équipes CS, je sais qu'il y a des objectifs de fond qui doivent être faits, des chantiers qui doivent être menés, mais une fois que c'est fait, il n'y a plus forcément de… c'est comme une tâche, la tâche est faite et on passe à autre chose. Donc là, ça peut aussi être déterminé comme ça, à savoir, on fait un choix, certaines équipes vont attaquer ce chantier et d'autres chantiers. Et du coup, je ne sais pas, justement, si on met en perspective avec du customer success, est-ce que, je ne sais pas si j'en cite deux, trois, des objectifs, est-ce que c'est des, entre guillemets, bons objectifs par rapport à ce que tu viens de dire? C'est-à-dire, si on dit, voilà, je veux augmenter de X% le taux de satisfaction client d'ici la fin du semestre, par exemple, ça, c'est un objectif qui est assez… qui correspond à la définition que tu as donnée, c'est-à-dire, voilà, à la fois on est sur une notion de cycle, on est sur quelque chose de mesurable, etc. Ce serait ça, par exemple, un type d'objectif? Oui, complètement, ça peut être ça. Moi, je pense que c'est toujours un arbitrage, en fait, entre… et effectivement, ça doit être stratégique et ça doit être un peu… et ça doit être un peu top-down. C'est-à-dire, il y a des objectifs stratégiques qui ont été potentiellement identifiés parce qu'il y a des logiques avec les sales aussi, etc. Donc, il y a une logique top-down. Et après, il y a cette logique aussi plus bottom-up qui fait qu'à un moment donné, en fait, on va s'aligner sur ce qui a le plus de chances d'être atteint et du coup, qui est le meilleur choix pour ce cycle. Donc, des exemples, effectivement, ça peut être d'augmenter le taux de satisfaction. Donc, on peut définir un pourcentage. Ça peut être effectivement de réduire le churn. Alors, réduire le churn, ce sera peut-être un peu plus long comme cycle. Augmenter l'upsell. Là encore, on peut donner des pourcentages, ou alors on peut donner des objectifs en absolu, hein, en chiffre d'affaires, par exemple. Et un autre point, en fait, qui me semble important, je vais faire un peu une analogie. Dans le domaine RH, il y a un type d'entretien d'embauche qui s'appelle le CBI, donc Competency Based Interview. Et donc ça, c'est des choses qui sont beaucoup utilisées, notamment dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Et donc, en fait, c'est des entretiens d'embauche où on va raconter des expériences très précises et on va dire ce qu'on a fait et on va surtout dire les résultats qu'on a obtenus. Et pour moi, un bon objectif, c'est un objectif qui pourrait très bien être raconté justement dans ce type d'entretien d'embauche et de dire, voilà, j'étais
j'étais par exemple CSM chez Scalin. On a augmenté le taux de satisfaction client sur un semestre et voilà comment on a fait. Donc ça, pour moi, c'est le genre d'objectif qui se prête très bien à des objectifs inspirants parce que aussi, c'est lié au CV et il y a un vrai truc à raconter, en fait, Ok. et on se voit progresser au niveau Ah, du… c'est presque un peu cynique comme explication, mais ça a le mérite d'être concret. C'est-à-dire, en fait, un bon objectif, c'est l'objectif qui est racontable demain, qui est chiffrable et que tu peux demain mettre Ouais, en c'est avant ça. dans… alors, je ne Ouais, connaissais pas la méthode CBI, mais du coup, dans un entretien d'embauche. c'est ça, Ça marche. exactement. Ben, merci pour cet éclairage. Avant de passer à la deuxième partie, je vois qu'il y a des questions, notamment Oda qui demande pourquoi pas définir des OKR annuels pour l'équipe. Est-ce qu'il y a des inconvénients à définir des OKR annuels? En fait, je pense que clairement, déjà, il y a des OKR où ça paraît compliqué d'être défini sur des fréquences plus rapides que annuelles. Parce que, en effet, il y a certains chantiers où, pour les atteindre, on doit se laisser un an pour y arriver. Après, en fait, moi, la notion de cycle, elle est vraiment aussi liée à ce qu'on fait chez Objo. C'est-à-dire que pour atteindre typiquement un objectif, il faut être capable de l'animer. Il faut être capable de l'animer régulièrement, d'avoir justement des KR, des Key Results, on va venir, où on va avoir des On va en résultats reparler, ouais. un peu avancés, en fait, des indicateurs un peu avancés. Donc, euh, honnêtement, il n'y a aucun problème pour définir des objectifs annuels. Et nous, d'ailleurs, on en a plein. Après, la question, c'est de se dire comment on va animer. Et en fait, c'est surtout ça qu'il ne faut pas rater. Moi, sur des objectifs trimestriels ou semestriels, tout de suite, ça met un peu plus de dynamique. Parce que forcément, on sait qu'à la fin du trimestre ou à la fin du semestre, il faut que ce soit atteint. Donc, c'est plus facile d'animer, ça crée plus d'engouement dès le début. Mais en annuel, il y a aussi des méthodes pour le faire, hein. Ok, ça marche. Et Claire qui demande comment est-ce qu'on dépasse des objections sur les objectifs collectifs qui impliquent d'autres équipes, tels que ben, si c'est collectif, on n'a pas vraiment la main, donc en fait, personne n'est motivé. Ouais, Ben, enfin, je te laisserai répondre, mais ouais, est-ce que vas-y. c'est pas un des objectifs, un des principes de OKR où en fait tu as un objectif et tu déclines aussi potentiellement. Donc, enfin, ça va faire lien avec la deuxième partie. Il va falloir qu'on enchaîne sur la deuxième partie pour que tout ça devienne très concret. Mais où en fait chacun, tu déclines en key result aussi par équipe, sur lesquels chacun en fait a un levier et contribue à l'objectif commun. C'est un peu un des principes des OKR, hein. Ouais, c'est ça. Tout à fait. En fait, alors, sur les objectifs collectifs, déjà, forcément, oui, on a tout le temps cette objection. On peut tout le temps avoir cette objection et on n'y échappe pas. Euh, En fait, après, la question, c'est euh, comment on permet quand même d'avoir quelques objectifs qui sont collectifs et comment on crée une culture en fait de la coopération, même si au début, ça ne fonctionne pas forcément. Nous, par exemple, chez Objo, chez nos clients, on a les deux cas. Parfois, on a des cas d'entreprises qui sont uniquement collectifs. C'est-à-dire, de base, elles ne font jamais d'objectifs individuels. Ça arrive aussi dans ce sens-là. Et nous, dans ce cas-là, ce qu'on essaye de faire, c'est de petit à petit, mais du coup, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, ça se fait même sur plusieurs années, en fait, que l'année d'après, on commence à avoir quelques éléments de performance individuelle, alors qu'avant, il n'y en avait pas du tout. Et Ok. inversement. Donc, ça ne se fait pas effectivement avec une baguette magique. Ça marche. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie, parce que je vois que l'heure tourne et c'est important qu'on puisse parler aussi du deuxième principe qui était le principe de progression et comment est-ce que tu fais pour atteindre ton objectif. Est-ce que, du coup, et
pardon, hein, Romain, j'ai vu tes questions. On les prendra après pour pouvoir quand même avancer dans le déroulé et on répondra à tes questions à la fin sans problème. Donc oui, est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est le principe de progression? Oui, complètement. Alors, le principe de progression, c'est, alors de manière très basique, déjà, c'est de dire que si on veut garder un engagement, dans l'atteinte d'un objectif, il faut faire progresser, les individus. Si je progresse pas alors que je me suis fixé un objectif, forcément, je me décourage. Donc ça, c'est vraiment le principe de base. Et après, c'est un Mhm. principe qui est éclairé par la notion de flow. Donc c'est une théorie en psychologie euh, qui vient du psychologue Csikszentmihalyi, qui est en fait de dire que on est dans un état de flow. Donc l'état de flow, c'est un état de focus et en même temps de bien-être. On est heureux quand on est dans un état de flow. Et en fait, pour être dans cet état de flow, il faut poursuivre un challenge, donc un objectif qui est en adéquation avec nos compétences. Et pour rester vraiment longtemps dans cet état de flow, il faut que le challenge il soit toujours un peu plus difficile. Parce que si au bout d'un moment, on devient trop fort, et on finit par s'ennuyer. Donc, il faut qu'il y ait toujours une petite progression Oui, entre l'anxiété et la oui. facilité. Et du coup, on a cette adéquation et on progresse. Donc ça, c'est la partie un peu scientifique de la raison d'être de la progression. En fait. Ok, ça marche. Ok. Et du coup, dans cette notion de progression, donc ce que je comprends, c'est que voilà, il ne faut pas un objectif trop loin, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies en fait, des quick wins, des objectifs que tu vas pouvoir atteindre régulièrement. Et en fait, à chaque fois, tu vas relever relever un petit peu la barre, mettre la barre un petit peu plus haut. Donc ça va créer une dynamique. C'est la notion de flow que tu expliquais. Mais après, il y a un truc aussi qui est, voilà, on est tous des humains. Il y a des moments où tu as un peu plus le moral, un peu moins. Tu peux avoir un peu d'essoufflement aussi selon tes dynamiques personnelles, des dynamiques d'entreprise. Des fois un peu de découragement même. Comment est-ce que tu fais pour arriver à garder une dynamique globalement tout au long de l'année? Ouais. Alors, effectivement, c'est la grosse question. Après, comme tu le dis, à juste titre, je pense qu'il y a de toute façon toujours un facteur humain. Voilà, on n'est pas des machines et quoi qu'il arrive, ça reste compliqué d'avoir un engagement à 100% tout au long de l'année. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que, donc nous, par exemple, chez Objo, on fait beaucoup de challenges et parfois il y a des challenges toute l'année dans certaines entreprises. Et forcément, quand on est en challenge toute l'année, on ne peut pas être à 100% tout le temps. Euh, Mhm. alors même que justement, l'objectif du challenge, c'est de nous porter à 100%, voire à 110% pendant un laps de temps bien défini. Donc, euh, nous, en fait, on aime bien parler de graphe de l'engagement, qui est en fait le fait de se C'est dire la slide que, que tu m'avais partagée. Tu veux que je la montre peut-être? ouais, c'est ça, ben ouais, tu peux la partager complètement. Donc, en fait, sur ce graphe de l'engagement, donc c'est l'engagement au cours du temps. Et en fait, l'engagement au cours du temps, il va pas être stable, Linéaire. continu, linéaire, etc. En fait, il va varier avec justement les événements qui vont se passer dans l'entreprise. Déjà, parce que parfois la conjoncture n'est pas bonne, donc on va potentiellement être découragé. À l'inverse, à un moment donné, on va signer un gros deal, donc voilà, tout le monde va être assez motivé, fier, etc. Donc on va avoir des pics d'engagement déjà comme ça, exogènes par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise. Et puis, donc là, c'est plus pour le coup notre vision de l'animation chez Objo, c'est que euh, le management, l'entreprise peut influencer ce qui se passe en animant, tout simplement.
Donc, le principe d'animation de base, c'est par exemple d'organiser des challenges. Au cours de 3 semaines, on va essayer d'augmenter le plus notre taux de satisfaction client. On va essayer d'aller chercher des nouveaux contacts chez nos clients pour faire des upsells, etc. Donc ça, c'est la notion de challenge. Mais après, on va avoir tout ce qui est suivi des objectifs. Ça va rester tout au long de l'année. On va avoir des feedbacks un peu réguliers, hebdomadaires ou mensuels, de où en sont nos objectifs. Et puis, derrière, on va pouvoir mettre en place aussi de la gamification avec, par exemple, des badges, des récompenses virtuelles, des trophées virtuels pour nous dire bravo, vous avez dépassé votre record par rapport à un objectif du mois dernier, etc. Ok, donc décomposer en tout cas donc des objectifs intermédiaires animés par des challenges ou des choses comme ça qui permettent de rebooster la motivation de façon voilà, sur une temporalité, mais pour en fait avoir de la motivation comme ça tout au long de l'année. Ça marche. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on en vienne on parlait tout à l'heure des OKR, à la définition et comment est-ce qu'on va matérialiser les objectifs. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot avant qu'on passe à ça? Oui, alors, par rapport au graphe, non, je suis bon, mais justement, on peut passer aux OKR, ouais. Ok, ben, ça marche. Donc ouais, du coup, tout à l'heure, on a cité quelques exemples, comment est-ce que j'augmente mon taux de satisfaction, comment est-ce que je réduis mon taux de churn de X%, etc. Donc, qui étaient des objectifs. Comment est-ce que tu déclines ça, finalement, en key result dans cette méthode OKR? Est-ce que tu peux nous donner des exemples très concrets? Oui, bien sûr. Alors, déjà, je reviens juste pour remettre dans le contexte sur OKR. Donc, effectivement, on avait défini les objectifs qui sont les gros objectifs ambitieux et en même temps inspirants. Et donc, ça, c'est les hauts. Et donc, ce qu'on avait dit, c'est par exemple augmenter de X% le taux de satisfaction, réduire le churn, augmenter l'upsell. Donc, ça, c'est nos gros objectifs. Maintenant, en fait, ce qu'on cherche à définir, c'est les KR, donc les Key Results, qui sont en général assez chiffrés, vraiment comme des KPI où on peut ajouter plus 1, plus 1, plus 1, etc. Et donc, là, il va falloir choisir ces KR. Donc, juste entre parenthèses, c'est vraiment à ce moment-là que la fameuse méthode SMART dont on entend souvent parler est vraiment pertinente. Parce qu'en fait, un objectif défini avec une logique SMART, c'est un objectif justement qui a un potentiel de progression qui est important. Donc, Ouais, si c'est bien défini, on progresse. Donc, SMART, ouais, ouais. Ouais. Donc, c'est spécifique, c'est mesurable. Donc, c'est comme un KPI. Voilà, on peut vraiment être capable de mettre un chiffre derrière. Il n'y a pas de place à l'ambiguïté. C'est atteignable. Donc là, très important justement pour la logique de progression. C'est réaliste. Et donc ça, c'est dans la même logique qu'atteignable, c'est quelque chose qu'on peut atteindre, qui n'est pas, enfin, j'ai le terme en anglais, mais en fait, c'est pas du wishful thinking, c'est-à-dire c'est pas un vœu pieux d'atteindre ouais. cet objectif. Et ensuite, c'est temporellement défini. Donc là, c'est ce dont on parlait sur les logiques de cycle, trimestriel ou semestriel ou annuel, etc. Donc, Ok. si on reprend ça, des exemples de KR, par exemple pour le taux de satisfaction, ça pourrait être faire N business review par client sur un semestre, par exemple. Ça peut être de dire on maintient donc une note de 4,5 sur 5 post-onboarding. Donc, une Oui, fois dans qu'on a des fait enquêtes de l'onboarding, satisfaction, quelque chose comme voilà, ça. enquête de satisfaction suite à la phase d'onboarding. Ça peut être aussi réduire la durée d'onboarding de X
à Y jours. Donc là, c'est un peu le time to value qu'on essaye de faire ressortir. Donc voilà, ça pourrait être trop clair pour la satisfaction. Ensuite, sur la réduire le churn, on pourrait mettre en place un product tour, définir et mettre en place un playbook anticipation renew. Ça peut être aussi la mise en place d'un dashboard de suivi de churn. Et puis, le dernier, donc ça, c'est l'upsell. Moi, l'upsell, typiquement, j'aime bien parce que c'est quelque chose où vraiment on a de la fréquence dans la mise à jour des KR, potentiellement. Donc, ça peut être récupérer 10 contacts, ou en tout cas récupérer des contacts, parce qu'après, on peut les additionner jusqu'où on veut. Lead en rendez-vous sur le trimestre, détecter X projets d'upsell pour les transmettre à l'équipe sales, et puis lancer une campagne avec le marketing pour proposer la nouvelle feature à tous les clients. Okay. Voilà, ça peut être un certain nombre de KR liés à nos 3 objectifs. Ok, ça marche. Effectivement. Et puis, dernière question que j'avais avant de prendre les questions qu'on peut avoir dans l'auditoire. Très bien, on a défini nos objectifs, on a défini les key results. Donc, tu as parlé pas mal de la notion de cycle, mais finalement, comment est-ce que tu fais pour animer ça si tu es sur du quarter? Comment est-ce que tu fais pour que ce ne soit pas juste OK, rendez-vous fin mars pour voir si tu as atteint tes objectifs? Comment est-ce qu'on fait pour animer ça au quotidien? Au-delà, voilà, il y a les challenges dont tu as parlé, mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres choses pour animer et suivre les objectifs. Oui, tout à fait. Alors, déjà, effectivement, il y a tout ce qui est gamification, mais ça, enfin, gamification, animation, typiquement, quand on le fait chez Objo, mais ça à la limite, j'en parle après. Mais admettons, on fait abstraction de tout ça. Pour moi, déjà, il y a vraiment le rôle du manager qui est super important, c'est-à-dire les équipes. Si on a beaucoup d'équipes, par exemple, on prend un département, il y a un certain nombre d'équipes. Et en fait, c'est le manager là qui est clé parce que c'est lui qui peut mettre en place les rituels et les feedbacks. Donc, comme je viens de l'aborder, je disais, j'aimais bien les objectifs d'upsell, les KR liés aux upsells. Parce qu'en fait, il y a de la fréquence. Et la fréquence pour l'animation, c'est super important parce que si en fait on se réunit tous les mois, il n'y a pas forcément C'est pas assez. cette Ça motivation. s'anime à la semaine plutôt des objectifs dans l'idéal. Voilà, c'est ça. Plutôt dans l'idéal à la semaine. Après, ça dépend des équipes. Pour certaines équipes, CS, c'est quand même plutôt du cycle long. C'est-à-dire, pour faire un upsell, on ne fait pas un upsell tous les jours. Oui, pour réduire le churn, potentiellement, c'est encore moins immédiat. Voilà. Donc réduire le churn, clairement, c'est des cycles longs. Mais bon, par exemple, pour certains, quand on vend des assurances, c'est tous les jours, on peut vendre plusieurs assurances. Donc là, le mieux, c'est d'animer vraiment au quotidien. Mais là, pour notre cas, on est plus sur hebdomadaire, si possible. Et du coup, c'est là que le rôle du manager est important. Et le rôle du manager est aussi important parce que derrière, et nous, ça, c'est des choses qu'on fait chez Objo, potentiellement, on peut laisser des marges d'autonomie pour, dans le cadre défini, un peu dans une logique top-down, de dire, vous avez tel objectif à atteindre sur le quarter, et ben, rien n'empêche le manager de dire, pour motiver mes équipes à atteindre ces objectifs au quarter, je vais organiser des objectifs plutôt hebdo, des challenges hebdo de temps en temps. Et là, du coup, il va y avoir vraiment le rôle du manager, du chef d'équipe qui prend tout son sens. Donc, en organisant des rituels, etc. Et donc, c'est là qu'on arrive à la gamification où effectivement, on a on peut avoir des logiques avec des challenges, même des récompenses, un budget récompense, des badges, etc. Ok, ça marche. Écoute, merci Clément d'avoir partagé tout ça avec nous. Je pense qu'il y a eu plein d'idées qui ont été soulevées. Je pense que
voilà, on va vous laisser digérer tout ça, vous réapproprier aussi ces différentes notions pour les appliquer chez vous. Mais en tout cas, moi, j'ai appris plein de choses et de concepts que je ne connaissais pas jusqu'ici, donc notamment les méthodes CBI, etc. Donc, en tout cas, merci pour tout ça. Juste avant de se quitter et éventuellement, s'il y a d'autres questions dans l'auditoire, il y a Romain qui avait posé une question. Alors, je ne sais pas si on y a totalement répondu dans le déroulé, qui disait: Clément, merci pour ton intervention. Penses-tu opportun de différencier les objectifs stratégiques des objectifs opérationnels? C'est-à-dire qu'on a une approche top-down sur du stratégique, activation, expansion, risk, mitigation, et une autonomie des CSM sur des objectifs intermédiaires, plus court-termistes et plus animables du coup. Voilà, ça recoupe, je pense, des choses que tu as dites, si tu veux rebondir sur ça. Oui, bien sûr. Alors, sur ça, c'est sur en fait, les objectifs vraiment animables, en effet, et c'est le bon, je pense que c'est le bon sujet, c'est effectivement les objectifs opérationnels. Et ça, nous on le voit, c'est-à-dire que les projets où il y a vraiment beaucoup de succès, c'est de l'animation d'objectifs opérationnels parce que c'est ce qui permet aussi justement d'avoir cette fréquence. Parce que quand ce n'est pas opérationnel, on n'a pas la fréquence du feedback. Donc, des objectifs opérationnels, effectivement, sont Ceux-là, ils sont animables. Et donc, le stratégique, il est indispensable pour avoir la vision, pour finalement conduire tout le monde dans une même direction, avoir l'adhésion, etc., ce dont tu parlais au début. Et les objectifs intermédiaires, plus concrets, eux, sont plus animables et se prêtent davantage à des rituels, à de la mesure, etc. C'est ça? Oui, exactement. Donc là, après, je ne sais pas quels seraient les exemples précis d'objectifs stratégiques, objectifs opérationnels, mais encore une fois, pour moi, là, la distinction, c'est plus objectifs stratégiques, ça serait plus des hauts dans le OKR, et les objectifs opérationnels, en fait, c'est plus du KR, et donc effectivement, plus ce qu'on va animer. Ok, ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Clément. C'est très clair. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour vos questions. Merci. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous sur le mois prochain, potentiellement, pour notre prochain webinaire. Alors, je pose ça là dans le chat. C'est un sujet qui n'a pas grand-chose à voir avec celui qu'on a abordé aujourd'hui, mais qui est comment mettre en place un score de santé, les bonnes pratiques pour mettre en place un score de santé. Donc, un sujet très différent, mais un sujet très customer success comme celui-ci. Donc, écoutez, merci beaucoup à tous. Merci Clément encore pour ta présentation, ton intervention. Et puis, écoutez, à très vite. Bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir.